Notre invité politique ce matin, c'est Emmanuel Bompard. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci vous êtes député La France Insoumise des Bouches-du-Rhône et on va parler évidemment de ce qui s'est passé cette semaine à l'Assemblée. D'abord, Éric Coquerel qui a donc été élu hier à la tête de la prestigieuse Commission des Finances. Le Rassemblement National, qui est le premier groupe d'opposition en termes de nombre de députés, dénonce une piraterie. Que leur répondez-vous ? D'abord, c'est une très bonne nouvelle, l'élection de Éric Coquerel à la tête de la Commission des Finances de l'Assemblée nationale. C'est justement la démonstration que, contrairement à ce que dit le Rassemblement national, la première force d'opposition à l'Assemblée nationale, c'est la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Quant au Rassemblement national, il a l'air d'ignorer le fait que quand on est 4 groupes qui nous mettons d'accord sur une candidature commune, nous sommes numériquement beaucoup plus importants en termes de nombre de députés que le nombre de députés du Rassemblement national. Et donc le deuxième enseignement de cette élection, c'est contrairement à ce qu'on dit depuis 10 jours, ou ce qu'on a dit pendant la campagne électorale, en tout cas qu'un certain nombre de personnes ont dit, la nouvelle Union populaire écologique et sociale, elle est unie, elle est regroupée, elle agit de concert à l'Assemblée nationale, elle propose des candidatures communes et l'élection d'Éric Coquerel en est le symbole. Est-ce que vous aussi, vous n'avez pas crié trop tôt ? Parce qu'on a senti une certaine inquiétude chez certains membres de la France Insoumise qui ont dénoncé, et de la NUP d'ailleurs, pas que de la France Insoumise, Olivier Faure aussi, qui a dénoncé un peu tôt une alliance entre la droite et l'extrême droite. Vous avez un peu crié trop tôt au loup ? Ah non, pas du tout, parce que nous avons effectivement dénoncé cela et ça a été une réalité sur le début de la semaine, c'est-à-dire quand on était désigner la présidence de l'Assemblée nationale, les membres du bureau de l'Assemblée nationale, où clairement ce qu'il est apparu, c'est que le Rassemblement national, les Républicains et la République en marche, la majorité, s'étaient mis d'accord pour se répartir les responsabilités au sein du bureau de l'Assemblée nationale. Ce qui fait que... Vous en avez eu, la NUP a 2 vice-présidents. Oui, bien sûr, mais je rentre un peu dans les détails. Dont la première vice-présidente, si on avait cherché le strict respect proportionnel, comme ça se fait traditionnellement à l'Assemblée nationale, nous aurions dû avoir le droit, bien sûr, à ces 2 vice-présidents, mais également à un poste de questeur. Or, sur le vote sur la question, il y a 3 questeurs. Le 3e questeur revient traditionnellement à l'opposition. Clairement, les Républicains et la République en marche s'étaient mis d'accord. Ils ont même déposé un bulletin de vote commun. Les Républicains, c'est pas l'opposition ? Manifestement, je sais pas si c'est l'opposition, mais une opposition, traditionnellement, c'est pas l'opposition que se choisit le pouvoir. Quand on est une véritable opposition, c'est pas la majorité qui détermine qui est son opposition. Sinon, c'est une opposition qui est une opposition pas très sérieuse. Mais les Républicains, qui ont quand même 61 députés, n'ont pas de vice-président, par exemple. Oui, j'en suis conscient. Ils ont abandonné cette vice-présidence pour avoir cette question. Mais si vous faites la stricte répartition de ce que chacun, c'est un peu technique peut-être pour ceux qui nous écoutent, devrait avoir au respect de la proportionnelle, c'est traditionnellement comme ça que ça se fait. La nouvelle Union populaire devait disposer de 2 vice-présidents et d'une questure, et clairement il y a eu un accord entre la droite et l'extrême droite pour, sur le dos de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, se répartir les différentes responsabilités au bureau. Qu'est-ce que ça va changer, Éric Coquerel, à la tête de la Commission des Finances ? Qu'est-ce que vous souhaitez en faire de cette Commission des Finances ? Mais d'abord, contrairement à ce que j'ai entendu pendant la campagne, on va dire, de l'élection de ce président de la Commission des Finances, c'est pas un objet qui permet de lancer des vendettas personnels ou je ne sais quoi. C'est pas du tout notre état d'esprit. Faites chasse aux sorcières, a dit Éric Coquerel. Non, bien évidemment. Et écoutez, Éric Coquerel est président de cette commission. Elle revient traditionnellement à l'opposition. C'est une commission qui est notamment en charge d'examiner sur les aspects budgétaires le fait que les différentes propositions de loi sont sérieuses d'un point de vue budgétaire. On va faire ce travail. Après, il est vrai, et ça on ne s'en cache pas, que si il faut lancer des initiatives, des commissions d'enquête sur les questions de fraude et d'évasion fiscale, nous le ferons, mais nous le ferons de manière collective, pas en allant chercher des vendettas personnels. C'est pas du tout notre état d'esprit. Mais je crois que les Françaises et les Français sont intéressés par le fait qu'il y ait une action vigoureuse à l'Assemblée nationale pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. Donc de ce point de vue-là, si certains sont inquiets par le fait qu'on le fasse, ils ont raison d'être inquiets parce qu'on va le faire. Pierre Ouzoulias, qui est le sénateur communiste qui était à votre place il y a quelques instants, disait, considérant comme vous que la droite et la République en marche et Renaissance sont de droite, que du coup la droite est largement majoritaire à cette commission des finances et que du coup Éric Coquerel va devoir porter un budget de droite. Comment vous allez faire ? Non, mais le président de la commission des finances, il porte pas un budget, mais là où Pierre Ouzoulias a raison, le président de la commission des finances, il est le président de l'ensemble des membres de cette commission des finances. Et donc, comment ça va se passer lors du débat du budget ? Il fera ce travail de manière sérieuse, c'est-à-dire qu'à la fin, il y aura une décision de cette commission, et peut-être que cette décision, nous ne serons pas d'accord avec tous les éléments de cette décision, mais
Ça s'est toujours produit comme ça. Traditionnellement, le président de cette commission est membre de l'opposition, alors que l'opposition n'est pas majoritaire dans la commission. Donc on fera comme ça se faisait avant, et il n'y a pas de raison de changer ça. Bon, il n'y a pas de raison de faire autrement que ce qu'on faisait avant. Un mot sur Éric Coquerel lui-même, puisque vous avez sans doute entendu hier Rokhaya Diallo qui dit avoir plusieurs sources au sein de la France Insoumise parler du comportement inapproprié d'Éric Coquerel avec les femmes. Elle se dit du coup surprise par votre choix de le nommer à la commission des finances. Est-ce que vous aviez des informations sur un comportement inapproprié d'Éric Coquerel? Non, aucunement. Il y a eu hier d'ailleurs, vous savez, on a une cellule en charge des violences sexistes et sexuelles au sein de la France Insoumise. Cette cellule a publié un communiqué hier soir disant les choses de manière très claire et factuelle. Il n'y a aucun signalement, témoignage qui a été adressé à cette cellule. Donc, et vous n'avez jamais rien entendu, jamais personne n'est venu vous parler de ça? Non, je lis comme tout le monde les rumeurs sur les réseaux sociaux, et là j'observe que ces rumeurs sont relayées dans la presse. Je dis que le sujet de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles est un sujet trop sérieux pour être livré uniquement aux rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux sans aucun témoignage concret. Donc les choses, elles sont très claires. Si Madame Rokhaya Diallo dispose de témoignages de personnes qui mettent en cause telle ou telle personne, pas uniquement ce député, mais telle ou telle personne membre de la France Insoumise, je lui dis adressez-les au comité de lutte contre les violences sexistes et sexuelles qui a été mis en place au sein de la France Insoumise. Si c'est des actes répréhensibles, adressez-les à la justice. Donc vous encouragez ces femmes, si ces témoignages existent, vous encouragez ces femmes à porter plainte devant la justice. Mais je parle pas de ce sujet spécifique. De manière générale, on a toujours fonctionné de cette manière, et on a une attention très importante à ces questions qui sont des questions très sensibles de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Je rappelle quand même ici que il y a quelques mois, nous avons en 3 jours, suite à des signalements qui avaient été adressés à cette cellule, décidé qu'un candidat qui était candidat aux élections législatives ne l'était plus. Donc on peut pas nous faire à nous de procès sur ce sujet. Mais attention, autant on est très sérieux sur ce sujet, autant justement parce qu'on est très sérieux sur ce sujet, ça peut pas être les rumeurs sur les réseaux sociaux sans aucun témoignage concret, aucune preuve, aucun signalement qui fasse office d'information. Donc là, il faut être un peu sérieux sur le sujet, parce que sinon ça veut dire qu'il y a aussi des personnes qui sont livrées en quelque sorte à la vindicte des réseaux sociaux, alors que ça ne s'appuie pas sur des témoignages concrets. La sénatrice Mélanie Vogel, qui est pro-NUP, qui est une sénatrice écologiste, qui est défenseur de NUP, donc c'est pas plutôt une personne de l'opposition, elle vous demande des clarifications. Qu'est-ce que vous lui dites, et est-ce que ça peut fragiliser la NUP? Les clarifications, elles ont été données. Il y a une cellule, cette cellule a fait un communiqué, il n'y a aucun témoignage qui n'a jamais été adressé à cette cellule. Point. Un mot sur ce qui s'est passé encore cette semaine à l'Assemblée nationale, et on a vu notamment lors de l'élection à la présidence, l'élection d'Yael Braun-Pivet, un député de la France Insoumise, Louis Bayard, refuser de serrer la main des députés du Rassemblement national. Est-ce que pour vous c'est une attitude anti-républicaine? Non, pas du tout. Je pense que chacun se comporte comme il le souhaite, et je pense que s'il y a quelque chose qui était choquant cette semaine à l'Assemblée nationale, c'est davantage les propos qui ont été tenus par le doyen d'âge qui a présidé la séance d'ouverture, plutôt que le fait que telle ou telle personne n'ait pas voulu serrer la main à telle ou telle personne. C'est un pied noir. Exactement, en disant que à sa connaissance, il n'y avait pas eu de crime de l'OAS. Bon, il me semble que... Alors ça, il l'a pas dit devant la tribune de l'Assemblée. Non, il l'a dit ensuite dans les couloirs de l'Assemblée nationale quand il a été interrogé sur ses propos. Or, il me semble que c'est un petit peu plus choquant que le fait de savoir si telle ou telle personne doit serrer la main à telle ou telle personne. Voilà, donc je pense qu'il faut être un petit peu raisonnable. Est-ce qu'il y a quand même, ce que vous ressentez pas, quand même une volonté du Rassemblement national de montrer qu'il est un parti responsable, qu'il est un parti constructif, et que du coup vous n'êtes pas en train de perdre en quelque sorte la bataille de l'image, la bataille de l'opposition responsable? Mais non, enfin je veux dire, nous biaisons pas. Nous sommes une formation politique d'opposition à Emmanuel Macron. Nous l'avons dit pendant la campagne électorale, nous avons dit nous voulons être élus pour combattre le programme politique d'Emmanuel Macron et pour porter un programme politique différent de manière majoritaire. Nous ne sommes pas majoritaires, nous en prenons acte, donc nous sommes une formation politique d'opposition. Si le Rassemblement national a décidé d'abandonner une position d'opposition et de commencer, comme il l'a fait cette semaine, des petits arrangements avec le pouvoir, c'est son problème. Mais en ce qui nous concerne,
nous sommes loyaux, droits dans nos bottes, et nous portons la parole des électrices et des électeurs. Mais ça veut dire que vous resterez dans une opposition frontale? Vous êtes prêt à une opposition constructive? Mais qu'est-ce que ça veut dire une opposition frontale ou une opposition constructive? Est-ce que s'il y a des textes de loi qui viennent des projets de loi qui viennent du gouvernement, des propositions de loi qui viennent de la majorité présidentielle, vous pourrez les voter? Mais si ça va dans le bon sens, il n'y a pas de raison de ne pas les voter. Nous l'avons toujours fait. Mais on peut tout à fait être constructif et frontal. Frontal quand les projets qui sont portés par Emmanuel Macron ne nous conviennent pas. Et oui, nous serons frontal quand Emmanuel Macron et sa majorité vont décider de reporter l'âge de départ à la retraite à 65 ans. Je le dis ici, il peut s'attendre de notre part à une opposition très frontale. C'est clair. Mais si Emmanuel Macron décide enfin, par exemple, de déconjugaliser l'allocation adulte handicapé, c'est une proposition politique que nous portons dans notre programme, nous la voterons avec plaisir. Donc vous voyez, il n'y a pas d'un côté les constructifs et de l'autre les frontales. Par contre, si le Rassemblement national a décidé peu à peu de commencer à s'arranger avec le pouvoir, c'est son problème, mais je suis pas sûr que ses électrices et ses électeurs en soient ravis. Mais en quoi il s'arrange avec le pouvoir? Écoutez, cette semaine, je vous en ai donné une première démonstration sur les responsabilités au sein de l'Assemblée nationale, et puis on verra la semaine prochaine, c'est-à-dire Madame Borne vient mercredi prochain s'exprimer devant l'Assemblée nationale. Premier élément, est-ce qu'il y aura un vote de confiance ou pas? Vous le demandez encore ce matin? Clairement, mais c'est pas juste nous qui le demandons, je sais pas, il me semble que c'est le minimum du respect qu'on doit aux électrices et aux électeurs. Ils ont voté aux élections législatives, ils ont fait le choix de ne pas donner de majorité absolue à Emmanuel Macron. Donc Madame Borne travaille à essayer de constituer une majorité, elle doit venir devant l'Assemblée nationale, elle doit présenter sa feuille de route et il doit y avoir un vote de confiance. Soit elle a la confiance et elle peut travailler, et soit elle n'a pas la confiance, et dans ce cas-là, elle doit démissionner et un autre gouvernement doit être mis en place. C'est le respect élémentaire de la démocratie. Mais est-ce que vous, votre vote de confiance, il tiendra compte des propos d'Elisabeth Borne et selon la vision qu'elle porte et selon la teneur de son discours de politique générale, vous pourriez la voter ou quel que soit son propos, quel que soit son discours, vous ne la voterez pas? Écoutez, soyons pas de mauvaise foi, elle a déjà dit quelle était sa feuille de route. Si Madame Borne vient devant l'Assemblée nationale et dit finalement je ne vais pas reporter l'âge de départ à la retraite, je vais augmenter le SMIC, je vais m'engager sur un blocage des prix sur les produits de première nécessité, puisque le président de la République Emmanuel Macron a dit lui-même qu'il y avait des profiteurs de guerre cette semaine. Donc ça veut dire qu'à un moment il faut faire quelque chose. Bon, si elle dit ça, ah oui, là pas de problème. Mais vous savez très bien qu'elle ne va pas dire ça. Donc il faut pas faire semblant. Donc Elisabeth Borne, elle va venir, elle va tenir son discours, elle va présenter sa feuille de route, et c'est une feuille de route dans laquelle, je le sais déjà, nous ne pourrons pas nous retrouver. Et donc à partir de ce moment-là, clairement, nous ne voterons pas la confiance pour Elisabeth Borne. Et si Elisabeth Borne décide de ne pas présenter et demander le vote de confiance, il y aura une motion de censure pour que les membres de l'Assemblée nationale puissent se prononcer sur le sujet. Et puisque notre sujet c'était le Rassemblement national, à cette occasion, on verra ce que fera le Rassemblement national. Est-ce qu'il peut... Alors eux, ils ont déjà dit qu'ils ne présenteraient pas de motion de censure. Vous attendez à ce qu'ils... vous me posiez la question de savoir... Là aussi, vous n'êtes pas trop naïf. Vous savez très bien qu'ils ne voteront pas votre motion de censure. Il y a quelque chose derrière la motion de censure. Ça veut dire que vous proposez un autre projet qui est le vôtre. Mais ils ont tout à fait la possibilité d'en déposer une s'ils le souhaitent, mais manifestement, ils n'ont pas prévu de le faire. Donc, puisque votre question c'était en quoi vous pouvez dire qu'il y a des arrangements entre la majorité et le Rassemblement national, je vous en mets un premier arrangement sur la table. La motion de censure, elle sera la France insoumise ou elle sera commune à la NUP? Je pense qu'elle sera commune à la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Nous demandons en tout cas de concert que Madame Borne demande la confiance. Si Madame Borne ne demande pas la confiance, je pense que nous déposerons de concert une motion de censure. Ça c'est acté, qui sera commune à la NUP. Oui, c'est les échanges que nous avons eus cette semaine. Il y a eu des consultations avec les groupes parlementaires. Ça, déjà, est-ce que vous dites que c'est une bonne chose qu'Elisabeth Borne ait consulté toute la semaine les groupes d'opposition? C'est normal. C'est ni une bonne ni une mauvaise chose. C'est normal qu'elle le fasse. Elle essaye de constituer une majorité pour essayer. Ça a été utile pour vous, ces consultations? Pas en ce qui nous concerne, puisque elle a dit aussi les choses précisément. Elle a dit le canevas général, ça reste le projet présidentiel d'Emmanuel Macron. Donc à partir de ce moment-là, comme je le disais tout à l'heure, on ne va pas se retrouver dans ce projet. C'est pas vrai. Donc, mais après c'est légitime, c'est républicain qu'elle sollicite et qu'elle consulte les différents groupes d'opposition pour savoir ce qu'elles ont à dire. Moi, j'ai rien à redire sur le sujet. Maintenant, si à la fin Madame Borne dit bon, finalement, je ne vais pas avoir de majorité, donc je ne vais pas demander la confiance, là, ça pose un problème parce que le principe d'une élection, c'est qu'on se présente pas uniquement quand on est sûr de gagner. Vous voyez, sinon, c'est plus tout à fait une élection. Une élection, vous pouvez la gagner, vous pouvez la perdre. Donc, Madame Borne, elle doit venir devant l'Assemblée et elle doit prendre un peu ses responsabilités. Elle doit dire, est-ce que
il y a une majorité de l'Assemblée nationale qui est d'accord avec le fait que je mette en place mon programme. Mais quels étaient l'objectif de ces consultations pour vous, sachant qu'Emmanuel Macron a dit que lui, il souhaitait que la coalition aille du Parti communiste aux Républicains, donc en excluant la France insoumise? Mais bon, d'abord, je sais quelle est la tactique d'Emmanuel Macron, et la grossièreté d'ailleurs de cette tactique n'a échappé à personne, c'est-à-dire d'essayer de fracturer la nouvelle Union populaire écologique et sociale et de dire qu'il y aurait les gens raisonnables et les gens déraisonnables. Mais il faut écouter ce qu'ont dit les autres membres de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Si vous voulez, je suis un déraisonnable, je suis dans le camp des déraisonnables. Mais que dit André Chassaigne, le président du groupe communiste? Il dit « Nous n'acceptons pas que vous triez entre nous ». Que dit Olivier Faure? Que dit Julien Bayou? Ils disent la même chose. Donc ça sert à rien, c'est d'essayer d'enfoncer des coins entre nous. Nous agissons de concert. Nous avons présenté des candidats communs. Nous présenterons sans doute et nous voterons la même chose sur la confiance. Nous allons présenter des propositions de loi communes sur la constitutionnalisation de l'IVG, sur le pouvoir d'achat. Donc nous avons 650 propositions communes. Nous avons un intergroupe qui se réunit chaque semaine. Voilà ce que je dis à Emmanuel Macron. Votre tentative de nous diviser est vaine. Vous n'y parviendrez pas. Donc nous allons agir de concert et nous sommes votre opposition principale à l'Assemblée nationale. Et Emmanuel Macron qui a annoncé un nouveau gouvernement pour le début du mois de juillet, donc pour les prochains jours. Damien Abad peut figurer dans ce gouvernement pour vous? Je pense qu'au vu des différents témoignages qui ont été publiés dans la presse... Et qu'il conteste, hein? J'entends qu'il les conteste. Il y a un certain nombre de témoignages, il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Il me semble que le signal qu'il faudrait donner pour montrer qu'on entend, qu'on écoute et qu'on respecte la parole de ces femmes, ce serait effectivement que M. Abad ne soit pas membre de ce gouvernement. Je pense que ce serait la solution la plus raisonnable. Mais ça veut dire, juste pour revenir à ce qu'on disait au début de cette interview, que s'il y a des témoignages qui sont contre Éric Coquerel, ça veut dire que vous lui demanderez de quitter la tête de la Commission des finances? Mais s'il y avait plusieurs témoignages circonstanciés, crédible et sérieux, comme c'est manifestement le cas dans l'affaire de Damien Abad, oui, il faut pas faire deux poids deux mesures, mais vous savez très bien que pour l'instant, là, excusez-moi, mais vous mettez sur le même plan deux choses qui n'ont aucun rapport. Oui, mais je me permets de préciser que ces deux éléments n'ont aucun rapport. C'est-à-dire que vous avez d'un côté un ministre qui est l'objet d'un certain nombre de témoignages sérieux, de l'autre côté, vous avez juste une rumeur sur les réseaux sociaux de quelqu'un qui dit que quelqu'un lui a dit, que quelqu'un lui a dit, que quelqu'un lui a dit. Donc vous pouvez pas comparer ces deux aspects-là, et il faut faire attention, ce sujet il est trop sérieux pour qu'on confonde tout, qu'on mélange tout. Il y a deux situations qui sont tout à fait différentes. Mais moi, pour le reste, j'ai jamais fait deux poids deux mesures. Donc s'il y avait une situation similaire, elle devrait être traitée de la même manière, que ce soit un membre de l'opposition ou un membre de la majorité. Et c'est très clair. Sur les textes que vous allez examiner, il y a le texte pouvoir d'achat qui va être parmi les premiers textes examinés à l'Assemblée. On connaît déjà certaines mesures. Il y a notamment une aide pour les plus modestes, une aide de 100 €. Il y a une réindexation des pensions de retraite sur l'inflation. Est-ce que ce sont des mesures que vous allez soutenir ? Les mesures qui permettent de renforcer le pouvoir d'achat des Françaises et des Français, bien évidemment que je vais les soutenir. Mais il suffit pas qu'il y ait marqué pouvoir d'achat dans le titre du projet de loi pour que ça soit une bonne chose. Par exemple, je vous donne un exemple. On a annoncé cette semaine, je crois que c'est Bruno Le Maire qui a fait cette annonce, qu'on allait limiter l'augmentation des loyers à 3,5% et que dans le même temps, on allait augmenter les APL de 3,5%. Si vous mettez ces deux mesures ensemble, à la fin, ça se traduit par une perte de pouvoir d'achat. Puisque les loyers vont augmenter en moyenne, on prend en moyenne de 270 €, et que les APL vont augmenter de sans doute 150 ou 180 €, là je parle par an. Donc, et ça, par exemple, c'est pas parce que ça s'appelle pouvoir d'achat qu'à la fin ça se traduit par une augmentation du pouvoir d'achat, c'est précisément l'inverse. Donc moi, j'attends de voir précisément ce qu'il y aura dans ce projet de loi sur le pouvoir d'achat. S'il y a des éléments qui vont dans le bon sens, nous voterons en faveur des éléments qui vont dans le bon sens. Et s'il y a des éléments qui vont pas dans le bon sens, nous voterons contre les éléments qui vont pas dans le bon sens. C'est aussi simple que ça. Donc il n'y a pas de dogmatisme, il y a juste une demande qu'on sache précisément de quoi on parle avant qu'on nous dise « vous allez voter pour parce que ça s'appelle pouvoir d'achat ». Bah non, des fois ça s'appelle pouvoir d'achat, mais ça fait l'inverse. Donc, je répondrai précisément quand on aura le projet de loi complet. Michel-Édouard Leclerc il a dit hier, il aimerait une commission d'enquête sur l'inflation après des hausses de prix suspectes. C'est ce qu'il dit. Est-ce que vous allez, vous, la porter, cette commission d'enquête ? Il faut qu'on en discute ensemble, mais en tout cas, ça me paraît être une très bonne idée. Parce que clairement, Michel-Édouard Leclerc, qui jusqu'à preuve du contraire n'est pas membre de la France Insoumise, rejoint notre diagnostic. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on entend depuis plusieurs semaines et plusieurs mois, les hausses de prix sur le carburant, sur les produits de première nécessité, notamment les produits alimentaires, ne sont pas dues qu'à la guerre en Ukraine, ne sont pas dues qu'à des éléments de la conjoncture internationale, mais sont dues de manière très importante et sans doute essentielle à des logiques spéculatives sur les marchés. Exemple, on a appris qu'au mois de mai,
sur le marché du blé, la bourse de Paris, il y avait à peu près 70% des achats qui étaient l'objet de spéculateurs. Et clairement, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a un certain nombre d'acteurs économiques qui parient sur la hausse des prix pour prendre des positions en se disant ensuite on pourra revendre nos positions un peu plus tard puisque les prix seront plus importants et on s'en mettra plein les poches. De la même manière, vous avez des entreprises comme Total par exemple qui ont généré des dividendes qui sont des dividendes exceptionnels. Vous pouvez pas avoir d'un côté les Français qui tirent la langue pour finir les fins de mois, qui n'arrivent plus à faire le plein, qui n'arrivent plus à manger à leur faim, et de l'autre côté des grandes entreprises qui s'en mettent plein les poches. Donc non seulement il faut avoir cette commission d'enquête, mais ensuite il suffit pas. Vous allez porter, vous allez vous la demander au nom de la France Insoumise. Personnellement, je souhaite qu'on le fasse. Au nom de la France Insoumise. Ensuite on va en parler collectivement. Et pour le reste, il suffit pas seulement d'avoir une commission d'enquête, il faut des actes. Une taxation particulière et spéciale sur les dividendes qui ont été générés, et deux, des mesures d'encadrement et de blocage des prix. Si on fait pas ça, ça veut dire qu'on accepte l'idée, soit que d'un côté certains s'en mettent plein les poches, soit encore pire, que ça soit le budget de l'État par des chèques qui viennent contribuer d'une certaine manière à alimenter les dividendes des actionnaires. Ça peut pas être une solution raisonnable. Le premier texte que vous allez examiner, c'est le texte sur le Covid. Est-ce qu'au vu des chiffres de l'épidémie qui reflambent dans le pays, il faut prolonger l'état d'urgence sanitaire pour vous? Non, je crois pas. Je pense que ça n'a servi à rien, l'état d'urgence sanitaire. Et je crois qu'à force de prolonger cet état d'urgence sanitaire, c'est devenu quasiment un état normal. Et je trouve que c'est très inquiétant d'un point de vue du respect des libertés individuelles. Si il y a effectivement une recrudescence des contaminations, il faut peut-être sans doute renforcer le travail de sensibilisation, dire que d'abord faire la vérité, c'est dire quels sont ces chiffres pour que un certain nombre de personnes prennent leurs responsabilités dans les transports publics, dans les endroits où on est tassé, remettre peut-être le masque. Remettre le masque. Je dis pas qu'il faut le rendre obligatoire, mais peut-être avoir une action de sensibilisation sur le sujet. Bon, voilà, mais l'état d'urgence sanitaire, non, personnellement, je suis pas favorable à sa reconduction. Un dernier mot sur l'avenir de la France Insoumise, sans Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que la France Insoumise va devoir se recomposer? Et est-ce que vous souhaitez que la NUP remplace à terme la France Insoumise? Alors d'abord, c'est pas sans Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, il est plus député à l'Assemblée nationale. Ça ne l'empêche pas. Il est plus leader de votre parti, si. Mais vous allez voir. Il va rester. Mais enfin, Jean-Luc Mélenchon, il a jamais prétendu qu'il allait prendre sa retraite politique. D'ailleurs, je préviens. Il a dit qu'il serait là si vous avez entendu, d'ailleurs. Ceux qui veulent mettre Jean-Luc Mélenchon à la retraite n'y arriveront pas. Donc Jean-Luc Mélenchon, il travaille et il a dit lui-même, je change de poste de combat. Donc il aura un autre poste de combat, c'est pas à l'Assemblée nationale. Donc d'abord, c'est pas. Mais qu'est-ce qu'il va faire du coup? Peut-être qu'il aura, ça on est en train d'en discuter. Peut-être qu'il aura un rôle d'animation dans le mouvement. Peut-être qu'il prendra en charge un certain nombre de fonctions au sein de notre mouvement. Bon, tout ça, c'est des éléments. Il va rester à la tête de la France Insoumise, c'est ça? Mais pas forcément à la tête. Nous verrons, nous allons en parler. Et il nous faut un petit peu de temps. Soyez patients. Pour l'instant, Jean-Luc Mélenchon, il réfléchit justement à tout ça, mais il conservera bien évidemment un rôle. Et pour le reste, la France Insoumise continuera à exister, mais ça restera une composante de la NUP. Et personnellement, je suis tout à fait favorable à ce que la nouvelle Union populaire écologique et sociale continue à exister, continue à travailler de concert, continue à approfondir les discussions que nous avons eues pendant la campagne, parce que je pense que nous avons été portés par les électrices et les électeurs, qu'il y a eu une dynamique autour de cette dynamique de rassemblement, et je pense qu'il faut qu'elle se poursuive. Merci Manuel Bompard. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin.